Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast du site voixpoétique.com. Je suis David, l'animateur de ce podcast, et également écrivain-poète de l'ensemble des textes présents sur le site voixpoétique.com. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des sentiments les plus mystérieux et les plus fondateurs de l'expérience humaine. Je parle de la nostalgie. La nostalgie comme lumière qui vient de derrière nous et qui éclaire pourtant l'avenir. Il y a une heure particulière de la journée où la nostalgie surgit sans prévenir. Ce n'est pas forcément le soir, bien que le soir lui soit plutôt propice, mais je parle plutôt de cette heure incertaine entre chien et loup, comme on dit, où la lumière hésite, où les formes perdent leur netteté et où quelque chose dans l'air rappelle confusément un autre lieu, une autre saison, un autre soi-même. Et ce peut-être aussi le matin, à cet instant suspendu, juste avant que la conscience reprenne pleinement ses droits, quand la frontière entre le rêve et le réveil est encore poreuse, ou en plein milieu du jour, au détour, je ne sais pas moi, d'une odeur, le pain chaud d'une boulangerie, la résine d'un pain sous le soleil, la pluie sur la terre sèche. Et tout à coup, eh bien, quelque chose de lointain et d'irrémédiablement proche s'impose à nous, sans crier gare, avec cette douceur particulière des choses qu'on ne peut pas retenir. La nostalgie est un paradoxe vivant. Elle est à la fois douleur et plaisir, mêlés, entremêlés. Ce que les philosophes grecs auraient peut-être appelé une patheia ambivalente, une passion qui contient en elle-même son propre antidote. Elle fait mal parce qu'elle dit l'absence. Elle dit l'irrévocable, le temps qui ne reviendra pas. Et pourtant, elle est douce. Elle est d'une douceur qui ne ment pas. Parce qu'elle prouve que quelque chose a existé, que des moments ont eu une réalité assez dense pour laisser cette empreinte en nous, cette brûlure ténue et persistante. Quand la nostalgie vient, eh bien, c'est que la vie a eu lieu finalement. Ce sentiment, la poésie en a fait l'une de ses matières premières depuis les origines. Non pas parce que les poètes seraient des êtres particulièrement mélancoliques, bien que certains l'aient fortement été, mais parce que la poésie et la nostalgie partagent la même structure secrète. Toutes deux naissent de l'écart entre ce qui est et ce qui fut. Toutes deux cherchent finalement à tenir ensemble, dans un seul instant, ce que le temps a séparé. Le poème est lui-même un acte nostalgique, à bien y regarder, parce qu'il fige, parce qu'il retient, parce qu'il conserve une sorte de fragment du réel contre l'oubli. Écrire un poème, eh bien, c'est à mon sens déjà refuser que quelque chose disparaisse entièrement. Commençons peut-être par le mot lui-même, parce qu'il porte dans sa chair étymologique toute une philosophie. Nostalgie est un néologisme savant qui a été forgé aux alentours de 1688 par le médecin suisse Johannes Hofer, à partir du grec « nostos », le retour, et « algos », la douleur. Il désignait alors une maladie cliniquement identifiable chez les soldats suisses éloignés de leur montagne natale, une forme de mélancolie profonde, une inappétence, des troubles du sommeil, pouvant aller parfois jusqu'à la mort. Ce que Hofer observait
dans les corps de ces hommes, cette déperdition vitale causée par l'éloignement, eh bien les poètes le connaissaient bien avant qu'il lui donne un nom. Car le plus ancien poème de la nostalgie que nous ayons conservé est peut-être l'Odyssée d'Homère. Ce long chant du retour qui raconte les 10 années d'errance d'Ulysse sur des mers hostiles, tendues comme un arc vers la seule chose qui compte, revoir Ithaque, revoir Pénélope, retrouver ce sol précis sous ses pieds. Ce qui est remarquable dans l'Odyssée, eh bien, c'est que le retour est autant intérieur qu'extérieur. Ulysse ne cherche pas seulement un lieu géographique, mais il cherche à redevenir lui-même, à retrouver l'identité que l'errance a rendue incertaine. La nostalgie homérique est ainsi, à mon sens, dès ses origines littéraires, une question d'identité autant qu'une question de géographie. On désire retourner là où on était encore pleinement soi. Cette double nature de la nostalgie, tournée vers un lieu et vers une version antérieure de soi-même, la poésie ne cessera jamais de l'explorer. Parce que derrière toute nostalgie d'un lieu, par exemple, se cache une nostalgie du moi qui habitait ce lieu. Derrière toute nostalgie d'une époque se profile le deuil de la conscience qui vivait alors plus légère ou plus dense, mais surtout différente de ce que l'on vit maintenant. La nostalgie est ainsi une forme subtile de dialogue avec soi-même à travers le temps. Une conversation entre qui on est et qui on a été, et dans laquelle le passé n'est pas simplement regretté, mais où il est interrogé, comme on interrogerait un témoin dans une enquête. Personne, dans la tradition poétique occidentale, n'a creusé la nostalgie avec autant de profondeur et de précision que Giacomo Leopardi, qui est un poète italien du début du XIXe siècle, qui est né à Recanati, dans les Marches, dans un palais familial qui était aussi une prison dorée. Leopardi a passé son enfance et son adolescence courbé sur les livres de la bibliothèque paternelle, dans une solitude qui a formé son génie, mais aussi à la fois miné sa santé. Mais c'est précisément depuis cette immobilité contrainte eh bien, qu'il a développé la vision poétique la plus puissante de la nostalgie que je connaisse. Il lui a donné un nom propre, la remémoration, qu'il distinguait soigneusement du simple souvenir. La remémoration n'est pas la mémoire froide, qui retrouve des faits. C'est le souvenir qui revient chargé d'affect, qui fait revenir non pas l'événement lui-même, mais la sensation qu'on avait en le vivant. Et dans cet écart, entre ce qu'on ressentait alors et ce qu'on ressent maintenant, eh bien, quelque chose de la beauté irrémédiable du temps surgit. Dans son poème, qui s'appelle « À Sylvia », il s'adresse à une jeune femme morte jeune. Peut-être réelle, peut-être irréelle, composée, je ne sais pas. Et dans cet adieu, eh bien, se joue toute la philosophie de la nostalgie, non pas la tristesse pour ce qui aurait pu être, mais plutôt l'émerveillement douloureux pour ce qui a eu lieu si brièvement et si intensément. Je vous en donne quelques mots. Sylvia, te souviens-tu encore de ce temps de ta vie mortelle, quand la beauté resplendissait dans tes yeux rieurs et fugitifs, et toi, joyeuse et pensive, tu franchissais le seuil de la jeunesse. Je trouve que ce qui saisit dans ces quelques vers-là, eh bien, c'est la question posée à la personne décédée. Te souviens-tu ? Léopardi sait qu'elle ne peut pas répondre. Mais poser la question, eh bien, c'est refuser que la mort soit le dernier mot. C'est au final maintenir ouverte
dans le langage une relation que le temps a fermée dans le réel. La nostalgie léopardienne, c'est cela. Un refus de clôture. Un entêtement doux à garder vivant ce qui ne l'est plus. Léopardi formule dans ses Ibaldon, ce journal philosophique de plusieurs milliers de pages, l'un des textes les plus étranges et à la fois les plus précieux de la littérature italienne. Une théorie de la nostalgie qui anticipe bien des découvertes de la psychologie moderne. Il observe que le plaisir que nous tirons du souvenir, n'est pas simplement une compensation pour la perte. C'est un plaisir sui generis, propre au souvenir lui-même, qui n'existerait pas si les choses n'avaient pas disparu. Autrement dit, c'est parce que Sylvia est morte que le souvenir de Sylvia peut avoir cette intensité. La mortalité des choses est la condition de leur beauté mémorielle. Cette idée que je trouve vertigineuse, c'est-à-dire que la nostalgie est une forme de connaissance que seule la perte rend possible, la poésie en a fait l'un de ses plus grands secrets. Mais la nostalgie, dans la poésie, n'est surtout pas l'apanage des hommes mélancoliques penchés sur leur horizon. Les voix féminines y ont apporté une tonalité propre, plus incarnée souvent, je dirais même plus enracinée dans le corps et dans les liens concrets, moins abstraite dans sa métaphysique et plus précise dans ses images. La grande poétesse galloise, Catherine Phillips, qui a été connue au XVIIe siècle sous le nom de la Matchless Orinda, écrit sur l'amitié féminine avec une nostalgie d'une délicatesse saisissante. Elle n'est pas nostalgique d'un lieu ou d'une époque, mais plutôt d'une présence, celle d'une amie aimée. Et dans cette nostalgie de l'autre, se révèle une compréhension profonde. La nostalgie n'est jamais nostalgie d'une chose abstraite. Elle est toujours nostalgie d'un lien, d'un regard, d'une façon particulière d'être regardée. Marceline Desbordes-Valmore, qui est une poétesse française du XIXe siècle, je crois, et qui a été trop longtemps reléguée dans les marges par une histoire littéraire qui ne savait que faire d'une sensibilité aussi directe, a fait de la nostalgie amoureuse l'une des formes les plus pures de sa lyrique. Elle n'intellectualise pas, elle ressent. Et dans ce ressenti brut, passe quelque chose d'universel qui fait que ses vers touchent encore avec une force intacte. Sa nostalgie est celle du corps qui se souvient, la main qui cherche dans le vide une autre main, la voix qui attend une réponse qui ne vient plus. Et dans ce corps mémoire, elle a inventé quelque chose que la poésie française mettrait peut-être probablement encore un siècle à comprendre pleinement. Au XXe siècle, c'est Anna Akhmatova, que nous avons effleurée dans de précédents épisodes d'ailleurs, auxquels je vous renvoie, mais dont la figure est, je pense, ici incontournable, et qui donne à la nostalgie poétique sa dimension la plus politique et la plus intime à la fois. Akhmatova n'a pas quitté la Russie soviétique malgré tout ce qu'elle y a perdu. Son premier mari, Goumilev, fusillé, son fils, Lev, qui a été emprisonné durant des années, son œuvre réduite au silence officiel pendant des décennies. Elle aurait pu partir, mais elle a choisi de rester. Et dans ce choix se creuse une forme de nostalgie paradoxale. La nostalgie de ce que son propre pays est en train de détruire, vécu de l'intérieur, sans l'anesthésie de la distance. Je vous en donne encore une fois quelques mots. Non, pas sous un ciel étranger, pas à l'abri d'ailes étrangères. J'étais alors avec mon peuple, là où mon peuple, par malheur, se trouvait. Cet extrait se trouve dans les épigraphes publiées en 1940, et le poème dans son intégralité s'appelle Requiem.
Ces 4 vers-là que vous venez d'entendre, eh bien, sont l'un des actes poétiques que je trouve les plus courageux du XXe siècle. Akhmatova refuse la nostalgie de l'exil. Cette posture commode de l'intellectuel qui regarde souffrir son pays depuis la sécurité d'un café parisien. Sa nostalgie est une nostalgie de l'intérieur. Elle est nostalgique de ce que la Russie aurait pu être, de ce que ses amis ont été avant d'être brisés, de la vie poétique qui existait avant que la terreur ne la dissolve. C'est une nostalgie active qui n'attendrit pas, mais qui engage plutôt, et qui dit « je reste, je témoigne, je nomme ce qui disparaît pour que rien ne soit perdu sans trace ». La tradition française a également produit son propre cartographe de la nostalgie. Et il serait injuste de ne pas les convoquer dans cet épisode. Et je pense à Gérard de Nerval immédiatement, que aussi un épisode lui est consacré, et qui est un poète romantique du XIXe siècle, et qui est une figure inclassable et douloureuse, dont les sonnets des chimères constituent peut-être l'exploration la plus vertigineuse de la nostalgie comme une forme d'état mystique. Nerval ne regrette pas une époque historique ou une enfance heureuse. Il est nostalgique d'un état de l'être qui n'a peut-être au fond jamais existé, d'un paradis antérieur à sa propre naissance, d'une plénitude originelle dont il sent confusément la privation sans pouvoir en définir réellement la nature. Je vous en donne quelques vers. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé. Le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Ce sonnet a été publié dans l'ouvrage Les Chimères en 1854. Vous avez là un sonnet qui est une topographie de la nostalgie pure. Chaque image, la tour abolie, l'étoile morte, le soleil noir, dit l'irrémédiable, ce qui ne peut pas être réparé, mais seulement porté. Et pourtant, le poème existe. Le luth joue encore. Et c'est dans cette tension entre le vide et la voix que la nostalgie de Nerval trouve toute sa dignité. Nerval ne cherche pas à guérir sa mélancolie. Il en fait plutôt un prisme, un instrument de connaissance, une façon de percevoir des réalités que l'œil ordinaire ne voit pas. La nostalgie, chez lui, est une forme de voyance. Cette dimension mystique de la nostalgie, l'idée qu'elle nous met en contact avec quelque chose qui dépasse le simple souvenir personnel, qu'elle nous connecte à une profondeur de l'être qui précède toute expérience individuelle, les philosophes néoplatoniciens l'auraient très certainement reconnu immédiatement. Plotin, dans les Énéades, décrit l'âme comme un être qui vient du un et qui s'en est éloigné par la descente dans la matière et la multiplicité, et qui ressent dans cet éloignement une aspiration persistante au retour, ce mal du pays ontologique, cette nostalgie de l'origine que l'âme porte en elle comme une sorte de sceau. La poésie mystique de l'ensemble des traditions en a fait justement l'un de ses moteurs les plus puissants. La nostalgie n'est pas seulement mémorielle, mais elle est architecturale. Elle révèle la structure même de la conscience humaine, tendue entre sa condition incarnée et quelque chose qui lui échappe. Thomas Tranströmer, poète suédois, prix Nobel en 2011, aborde la nostalgie depuis un angle qui lui est entièrement propre. Non pas la nostalgie des événements ou des personnes, mais plutôt la nostalgie du silence, de l'espace intérieur, de ces moments de suspension où l'on se trouvait pleinement là, sans penser à être ailleurs. Tranströmer est le poète de la présence, mais une présence toujours sur le point de se dissoudre, toujours déjà en train de devenir souvenir dans le moment même où elle se vit. Ces poèmes fonctionnent
comme des sortes de photographies prises dans une lumière particulière, la lumière nordique, hivernale, oblique, qui ne ment pas sur la fragilité des choses. Il y a dans son écriture une nostalgie anticipée, si l'on peut dire. Il perçoit la beauté d'un moment en sachant déjà qu'elle va s'en aller, et cette double conscience, être là et savoir qu'on n'y sera plus, donne à ses vers justement cette densité mélancolique et lumineuse à la fois qui le distingue de tous ses contemporains. Après l'accident vasculaire cérébral qui l'a frappé en 1990 et lui a ôté presque entièrement l'usage de la parole, sa poésie s'est faite encore plus brève, plus concentrée, comme si la perte du langage avait distillé ce qui restait jusqu'à l'essentiel pur. Je vous en donne lecture de quelques vers. Fatigué de tous ceux qui viennent avec des mots, mais pas de langage. Je me rends vers l'île enneigée et le désert. Ce qui est sauvage n'a pas de nom. Les pages non écrites s'étendent dans toutes les directions. Je trébuche sur quelque chose dans la neige, c'est une brindille cachée. À la résine d'épinette odorante, je me soumets. Ce que je viens de vous lire fait partie donc du poème qui s'appelle « Solitude » et qui a été traduit par Jacques Houtin. Ce que Transtomer appelle ici, cette île enneigée, ce désert, ces pages non écrites, eh bien c'est à mon sens l'espace intérieur que la nostalgie ouvre quand elle fait taire le bruit du présent. Il est nostalgique non pas de quelque chose qu'il a perdu, mais de quelque chose qu'il porte en lui et qu'il ne sait plus retrouver facilement. Cette qualité de silence et de pleine présence au monde qui caractérisait peut-être l'enfance, ou ces moments de grâce où l'être se sent habiter sa propre vie sans en être étranger. C'est une nostalgie profondément philosophique, presque bouddhiste dans sa structure. Le désir de revenir à un état de pure attention, avant que les mots et les concepts ne viennent faire écran entre soi et le réel. Il serait difficile de parler de nostalgie, au fond, dans la poésie, sans évoquer le concept portugais de saudade. Ce mot que les Portugais proclament souvent comme intraduisible, et qui désigne précisément cette forme particulière de nostalgie douce amère dont je parle depuis le début. La saudade n'est pas l'exact équivalent de la nostalgie française. Elle est plus ample, elle est plus charnelle, elle est, je pense, plus acceptée aussi. Là où la nostalgie peut avoir quelque chose de pathologique ou d'élégiaque dans la tradition française, un repli sur le passé qui empêche de vivre le présent, la saudade est vécue comme une composante naturelle de l'existence, presque une forme de sagesse. Elle dit « je suis un être qui manque et qui est manqué, et dans ce manque réside quelque chose d'essentiel à mon humanité ». Pessoa, dont également nous avons parlé, maintenant nous avons parlé de beaucoup de poètes et de penseurs sur voixpoétique.com, mais je vous renvoie donc aussi également aux épisodes dans lesquels je parle de Fernando Pessoa. À propos donc de ces hétéronymes, est l'explorateur le plus systémique de la saudade. Dans la poésie lusophone moderne, mais c'est à travers l'un de ces hétéronymes, Alberto Caeiro, qu'il offre la vision la plus inattendue. Caeiro refuse la nostalgie. Il veut être pur présent, pure sensation, sans mémoire ni désir. Or, l'existence même de Caeiro, comme hétéronyme, inventé par un Pessoa profondément nostalgique, dit quelque chose de touchant. Même le désir de se débarrasser de la nostalgie est une forme de reconnaissance, c'est une façon de la reconnaître. L'autre versant de Pessoa, celui d'Alvaro de Campos, son hétéronyme le plus torturé, est au contraire submergé par une saudade qui n'a même plus d'objet précis. Campos est nostalgique de tout, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il n'a pas vécu,
des vies parallèles qu'il n'a pas choisies, des visages croisés une seconde dans une gare et qui sont finalement repartis pour toujours. J'ai un poème d'ailleurs qui s'appelle Gare et qui a un peu cette consonance. Je vous invite à le lire également sur le site voixpoétique.com. Eh bien, cette nostalgie sans objet, la nostalgie du possible non advenu, est peut-être la forme la plus extraordinaire et la plus vertigineuse que la poésie ait jamais explorée. Elle dit que l'être humain est structurellement en deuil de sa propre plénitude et que l'existence entière est finalement trop étroite pour contenir ce que l'on aurait voulu en faire. La philosophie ne pouvait pas rester indifférente à ce que la poésie explorait depuis des siècles. Et c'est Bergson qui, au tournant du XXe siècle, offre peut-être le cadre conceptuel le plus éclairant pour comprendre ce que la nostalgie fait à la conscience. Bergson distingue deux formes du temps. Le temps de l'horloge, homogène, quantitatif, divisible en instants identiques, et la durée. Ce temps vécu de l'intérieur, hétérogène, qualitativement différent, à chaque moment, irréductible à la mesure. La nostalgie, dans cette optique de Bergson, est une expérience de la durée dans toute sa singularité. Elle ressaisit un moment passé, non pas comme un point sur une ligne temporelle, mais plutôt comme une totalité vivante, avec ses textures, avec ses couleurs affectives, avec sa densité propre. Ce que Bergson appelle la mémoire pure, par opposition à la mémoire habitude, qui automatise les gestes, eh bien, c'est précisément ce qui surgit dans la nostalgie. Un souvenir conservé dans toute son originalité, qui revient non pas pour servir à quelque chose, mais pour être. Simplement pour être. Dans toute sa singularité irremplaçable. Et dans ce retour, eh bien, quelque chose de la durée elle-même, dans ce temps vécu qui échappe à la quantification, se révèle, finalement. La nostalgie, dans cette perspective, n'est pas une fuite du présent, mais c'est une façon d'accéder à la dimension qualitative du temps, à ce qui fait que les moments ont une saveur propre et une irremplaçabilité absolue. Le poète russe Boris Pasternak, romancier du docteur Zhivago, mais d'abord poète dans l'âme, incarne ce bergsonisme, je pourrais dire, poétique, avant la lettre. Ces poèmes du recueil, Ma sœur la vie, écrit en 1917, dans l'élan d'un amour fulgurant, sont habités justement d'une présence au monde si intense qu'elle contient déjà sa propre nostalgie. Comme si chaque moment vivait au fond à une température si haute qu'il se savait voué à l'incandescence brève. Pasternak ne regarde pas en arrière avec mélancolie, il regarde le présent avec la conscience que ce présent deviendra du passé. Et cette conscience double, eh bien, lui donne une intensité de perception que, je pense, peu de poètes ont finalement atteinte. Edith Södergran, qui est une poète finlandaise de langue suédoise, morte de tuberculose à l'âge de 29 ans en 1923, apporte à la nostalgie une dimension proprement fulgurante et qui contraste avec toutes les nostalgies que justement nous avons pu explorer jusqu'ici. Södergran ne regarde pas en arrière, jamais. Elle est nostalgique du futur. Nostalgique d'une plénitude qu'elle pressent, mais qu'elle n'atteindra pas, d'un monde poétique transfiguré qu'elle entrevoit dans sa vision et que la maladie lui interdit de vivre. Cette nostalgie prospective, la mélancolie de ce qui n'est pas encore arrivé, eh bien, elle la transforme en une énergie créatrice d'une violence douce qui illumine chacun de ses vers. Je vous en donne quelques mots. Je suis étrangère en ce pays qui devrait être ma patrie. Mes montagnes se dressent derrière les nuages, mes rivières coulent vers des mers inconnues. Ma forêt murmure dans une langue que j'ai oubliée. Mais quelque part, dans mon sang, le souvenir de tout cela vit encore.
Ces quelques vers font partie du poème qui s'appelle « Étrangère » et qui a été traduit du français, je crois, vers les débuts 1918, aux alentours de 1910-1918. Eh bien, ce poème, justement, dit quelque chose de très important ici. La nostalgie peut être nostalgie de quelque chose qu'on n'a finalement jamais connu dans cette vie. Une mémoire qui précède l'expérience, une appartenance que le corps ressent sans que la biographie puisse encore l'expliquer. C'est la nostalgie des origines dans son sens le plus profond. Non pas l'enfance au sens biographique, mais quelque chose d'antérieur, d'ancestral, que certaines traditions nomment mémoire de l'âme. Södergran touche là à la dimension la plus mystérieuse de ce sentiment. Et c'est précisément là que la poésie peut aller, là où la philosophie hésite. Aucune exploration de la nostalgie dans la poésie ne serait complète sans Pablo Neruda. Pablo Neruda, dont les 20 poèmes d'amour et d'une chanson désespérée qu'il a écrit aux alentours de l'âge de 20 ans, eh bien, sont peut-être le livre de nostalgie amoureuse le plus lu du XXe siècle. Mais la nostalgie de Neruda, que je veux évoquer ici, est moins celle-là, la nostalgie d'une femme aimée, que celle qui court dans ses eaux d'élémentaire. La nostalgie de la matière elle-même, de la terre, des éléments, de la vie, dans sa forme la plus simple et la plus dense. Neruda est nostalgique du monde avant les mots, ou plutôt il cherche des mots qui ne trahissent pas le monde et qui restituent aux choses leur présence brute. Sa nostalgie est au fond matérielle. Il manque des tomates, du sel, de l'air marin, de la pluie du sud chilien. Ce n'est pas de la poésie pittoresque, c'est une philosophie de l'incarnation, la conviction que l'âme humaine est faite de la même matière que la terre et que s'éloigner des choses concrètes, c'est s'éloigner au fond de soi-même. Dans cette nostalgie du tangible, Neruda rejoint quelque chose que les philosophes matérialistes anciens pressentaient. L'être humain est un être de terre, autant que d'esprit. Et son bonheur passe par l'entretien du lien avec l'élémentaire. On arrive un peu à la fin de ce podcast et je voudrais, si vous me le permettez, que nous revenions encore une fois à Léopardi, que j'ai cité en début d'épisode. Non pour me répéter, mais pour creuser un petit peu plus. Parce que il y a chez lui une intuition philosophique que je n'ai pas encore totalement évoquée. Dans son Zibaldone, il formule l'idée que le plaisir que nous cherchons dans toute nostalgie est toujours la recherche de l'indéfini, de ce qui n'a pas de limite, de ce qui échappe à la définition. Quand nous sommes nostalgiques d'une enfance heureuse, par exemple, nous ne sommes pas vraiment nostalgiques des événements précis de cette enfance. Nous sommes nostalgiques de la qualité de présence au monde que nous avions alors quand les choses n'avaient pas encore de nom qui les réduisent, quand le monde était encore immense et mystérieux. Cette nostalgie de l'infini, de l'état intérieur, de la conceptualisation à la mise en ordre du monde par le langage et la raison, est profondément humaine et profondément paradoxale, car c'est la raison et le langage qui nous permettent, au fond, d'en parler, d'en faire de la poésie et de la transformer en connaissance. La nostalgie est peut-être la façon qu'a la conscience humaine de garder vivante la mémoire de ce qu'elle a perdu en devenant conscience. Cet état d'unité avec le monde qui précède la séparation sujet-objet, la division entre soi et l'autre, entre l'être et le réel, en ce sens, toute nostalgie est nostalgie du paradis. Non pas un lieu géographique ou une récompense posthume, mais plutôt un état de l'être, où la séparation n'existait pas encore. La nostalgie prend ses dimensions les plus politiques et les plus humainement universelles quand elle se mêle à l'exil, et personne dans la poésie contemporaine n'a porté ce nœud
je ne complexe avec plus de grandeur que Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien que j'ai aussi également évoqué dans un autre épisode sur l'humanisme notamment, et il mérite qu'on y revienne ici depuis un angle différent, celui de la nostalgie comme acte de résistance. Darwish est nostalgique d'une Palestine concrète et précise, pas d'une abstraction politique, mais d'odeur, de texture, de lumière particulière, de la voix de sa mère, du jasmin dans la cour, du pain du four collectif. Cette précision du souvenir nostalgique est chez lui une forme de combat. Nommer les détails, c'est refuser que le lieu disparaisse dans la généralité. C'est maintenir la réalité de ce qui a été contre ceux qui voudraient que ça n'ait jamais existé. La nostalgie, dans sa poésie, est une forme de géographie de résistance. Elle cartographie ce que l'histoire officielle cherche à effacer. Sur cette terre, ce qui mérite la vie. L'hésitation d'avril, l'odeur du pain à l'aube, les opinions d'une femme sur les hommes, les œuvres d'Équille, le début de l'amour, l'herbe sur une pierre, les mères debout sur le fil de leur chant. Ce court extrait vient du poème Sur cette terre qui a été traduit par Elias Sambar. Ces quelques vers écrits depuis l'exil font justement de la nostalgie un catalogue de raisons de vivre. Chaque image précise est une protestation contre l'abstraction de la mort et du déracinement. Darwish ne contemple pas son passé avec mélancolie. Il le porte comme un flambeau et il dit au monde que ce passé est réel, qu'il a eu lieu, que sa beauté justifie de continuer à espérer. Et dans cette transformation de la nostalgie, en élan vital, eh bien, il accomplit quelque chose qui est au cœur de la voie poétique. Non pas subir le temps, mais lui donner une forme. Non pas se laisser emporter par la perte, mais la transmuter en présence. Heidegger, philosophe allemand, dont les rapports personnels à l'histoire sont plutôt troubles, mais dont la pensée reste l'une des plus puissantes du XXe siècle, a fait de la nostalgie, qu'il lie à la notion allemande de Heimweh, je ne sais pas comment ça se dit, Heimweh, qui est le mal du pays. Désolé, je ne parle pas allemand. Littéralement, douleur du chez-soi. Un concept philosophique fondamental, parce que pour Heidegger, l'être humain est fondamentalement in der Weltsein, être dans le monde. Et ce monde dans lequel il est jeté est toujours déjà le monde de la finitude, du temps, de la mort possible. La nostalgie, dans cette perspective, n'est pas une faiblesse sentimentale, mais c'est la façon dont la conscience perçoit sa propre temporalité, son enracinement dans un passé qui n'existe plus et son orientation vers un futur qu'elle ne contrôle pas. Elle est une forme d'éveil ontologique, le moment où l'être humain perçoit, dans la chair du sentiment, ce que la philosophie ne peut qu'énoncer abstraitement, que le temps passe, que rien ne dure, et que c'est précisément pour cela que chaque chose a un prix. Cette compréhension d'Heidegger rejoint, je pense, ce que la tradition poétique savait depuis Homère, que j'évoquais tout à l'heure. La nostalgie n'est pas un symptôme à guérir, mais plutôt une dimension contre la conscience lucide. L'être qui ne ressent jamais de nostalgie est un être qui, je pense, n'a pas encore vraiment habité sa propre vie, qui n'a pas laissé les moments le traverser assez profondément pour en garder une trace. La capacité de nostalgie est paradoxalement une preuve de présence au monde. La Canadienne Anne Carson, traductrice du grec ancien, poète, également poétesse d'une originalité formelle qui défie toutes les classifications, aborde justement la nostalgie depuis un angle qu'aucun des poètes précédents
n'avait vraiment exploré, celui du langage comme lieu du deuil et du désir dans son autobiographie du Rouge, qui réinvente le mythe de Gérion et d'Héraclès dans une forme hybride entre roman, essai et poème. Eh bien, elle explore la nostalgie de l'amour impossible avec une précision intellectuelle qui ne sacrifie rien à l'émotion. Carson sait que la nostalgie est aussi une affaire de grammaire, de temps verbaux, de mode, de cette façon qu'a le langage de marquer l'irréel, le conditionnel, le passé composé, qui dit à la fois que quelque chose a eu lieu et que ce lieu est désormais fermé. Dans son essai-poème, Eros, le doux amer, elle reprend la réflexion de Sappho sur le désir. Et dans le désir, selon Sappho, il y a toujours une forme de manque, une distance, une absence qui est la condition même de l'amour. L'amour sans obstacle, sans séparation, sans nostalgie, du moment d'avant ou d'après, ne serait plus de l'amour, ce serait une possession. La nostalgie est ainsi dans cette tradition saphique que Carson ressuscite, avec une érudition et une sensibilité rares, l'essence même du désir, ce mouvement vers ce qu'on ne peut pas entièrement atteindre, cette main tendue vers quelque chose qui fuit. À travers toutes ces voix là que nous avons entendues aujourd'hui dans cet épisode, et elles sont nombreuses, Homère et Léopardi, Nerval et Akhmatova, Transtromer et Södergran, Darvish et Desbordes-Valmore, Pasternak et Carson, eh bien, il y a quelque chose qui se dessine, qui dépasse le simple inventaire des formes que la nostalgie prend dans la poésie. Ce qui se dessine, c'est une anthropologie, c'est une vision de l'être humain comme une créature temporelle dont la conscience est constitutionnellement tournée à la fois vers ce qui fut et vers ce qui sera, incapable de se réduire au seul présent. Cette incapacité, que certains voudraient signer comme une pathologie, eh bien la poésie la reconnaît quant à elle pour ce qu'elle est, soit une richesse. L'être humain, qui se souvient, qui regrette, qui désire retrouver quelque chose de perdu, est un être qui attribue une valeur au moment et qui reconnaît que tous les instants ne se valent pas, que certains ont une densité particulière qui les rend irremplaçables. La nostalgie est ainsi, je pense, une forme de fidélité. Une fidélité aux moments qui ont compté, aux personnes qui ont changé quelque chose, aux lieux qui ont façonné ce qu'on est. Et dans cette fidélité, eh bien, il y a quelque chose de profondément humaniste. Car l'humanisme, dans la tradition que nous avons explorée dans un épisode précédent, vous tapez sous le podcast, vous tapez humanisme, et vous allez retrouver en titre cet épisode, eh bien, repose sur la conviction que l'expérience humaine a une valeur intrinsèque et que chaque vie a une dignité propre qui mérite d'être connue. La nostalgie est dans cette optique une reconnaissance. Elle dit à ce qui est passé que ça comptait et que ça a eu une réalité qui ne se réduit pas à sa disparition. Elle est le contraire de l'indifférence. Elle est une façon d'aimer le temps lui-même, dans sa fugacité irréductible. Nous voici revenus au début, à cette heure particulière où justement la nostalgie surgit, à cette odeur dans l'air qui rappelle quelque chose d'imprécisément lointain. Et maintenant que nous avons traversé ensemble ces paysages poétiques et philosophiques, eh bien peut-être regardons-nous ce moment différemment. La nostalgie, nous l'avons vu, n'est pas une maladie de l'âme faible, ni même un luxe de l'oisif. Elle est plutôt une forme de connaissance. Une connaissance de ce que le temps fait aux choses et aux êtres. Une connaissance de ce qui compte vraiment dans une vie. Une connaissance de soi-même à travers le regard qu'on pose sur ce qu'on a aimé et ce qu'on a perdu. Et Léopardi, voyez-vous, je pense, avait raison. C'est parce que les choses passent qu'elles ont cette beauté particulière qui nous brise le cœur.
au bon endroit. Ce que la poésie fait de la nostalgie, eh bien, c'est la transformer. Non pas la supprimer, ou là surtout pas. La poésie ne prétend pas guérir, jamais. Mais lui donner une forme, une consistance, une beauté propre qui la rend au fond transmissible. En mettant en vers ce que la nostalgie fait ressentir, les poètes nous offrent quelque chose de précieux. La preuve que ce que nous ressentons a été ressenti par d'autres. Et qu'au fond, nous ne sommes pas seuls dans cette expérience de la perte et du désir de retour. La nostalgie partagée, c'est-à-dire la nostalgie portée par un poème, devient quelque chose d'autre que la mélancolie solitaire. Elle devient une forme de lien. Ce lien, c'est peut-être le plus beau cadeau que la poésie puisse faire. Akhmatova, nostalgique de sa Russie brisée, nous rejoint dans notre propre deuil du monde que nous aimons. Darwish, nostalgique de son jasmin palestinien, nous apprend à regarder nos propres jardins avec une attention plus vive. Transtromer, nostalgique du silence, nous invite à retrouver en nous cet espace intérieur où les choses peuvent encore se déposer et laisser leur empreinte. Alors laissez venir votre nostalgie et surtout ne la fuyez pas, parce qu'elle porte quelque chose que vous avez besoin de savoir. Je vous conserve encore quelques minutes pour vous dire que cet épisode, je le dédie à mes filles, à mes 3 filles, Ilona, Tali et Isée. Elles ont été l'inspiration de l'écriture de cet épisode. Lors d'un repas du soir, tous les 4, autour d'une table, est arrivée une question de ma plus grande, qui est quel est le sentiment auquel nous pourrions nous résumer. 2 d'entre elles, que je nommerai pas, 2 d'entre elles ont évoqué justement ce sentiment de nostalgie. Et ceci m'a profondément interpellé. Comment à un si jeune âge, dans la dizaine d'années, peut évoquer la nostalgie? Eh bien, je pense que on voit que du plus vieux jusqu'au plus jeune, ce sentiment vit en nous et est impropre de l'être humain, impropre de tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et voilà, je leur dédie cet épisode, j'espère qu'elles l'écouteront. Il est pour elles, et bien sûr pour vous. C'était David pour le podcast de voixpoétique.com.